Ok. Alors, je voudrais d'abord et avant tout remercier Jean-Philippe Uzel, Emmanuel Itcha, François Latourneau et Véronique Leblanc, ainsi qu'au Musée d'art contemporain et à l'UQAM pour l'organisation de ce colloque. Je suis très honorée d'être ici et de partager le panel avec Joaquín Barrientos, un collègue et un ami de longue date. Alors, pour commencer, je voudrais vous mettre un extrait vidéo, un court vidéo que j'ai sorti de YouTube et qui va nous permettre de rentrer en matière de la narcoculture. Alors, ce que nous allons voir, c'est un vidéo qui s'appelle Mafia Nueva, Nouvelle Mafia, qui est une chanson composée par Alfredo Ríos aka El Commander. Il est considéré comme le Jay-Z des ballades de la mort ou narcocorridos. Donc, allons le voir. Mafia nueva, sinaloense, pura plebada de arranque, carros de lujo y billetes, ropa de marca Ferrari, traen la herencia de los viejos, comandando las ciudades. De los 13 a los 18, me enseñé a jalar los cuernos, de 18 en adelante, desarrollé mi cerebro, ahora ya son 20 y tantos, mi poder está creciendo. Los corridos, las bucanas, mi Cheyenne y una escuadra, la cintura de una plebe y el sabor de la lavada. Y este es el movimiento alterado, arremangado, sinaloense ya, con la pecherona bien puesta y con el tiro arriba, mi compa. Voilà, je l'ai coupé un peu parce qu'il est trop long. Alors, ce que nous venons de voir, bien sûr, c'est une apologie de la violence. Toutefois, sous le label de Universal Music et avec plus de 80 millions de visionnements sur YouTube, Le Commander est considéré actuellement comme un des artistes les plus populaires du Mexique. Vêtu des bottes et de ceintures en cuir de serpent, El Commander est considéré le chef du Movimiento Alterado, mouvement altéré, qui est le dernier cri commercial des ballades de la mort ou narcocorridos, nom que l'on donne aux ballades qui racontent des histoires du commerce de la drogue, assassinat, violence, sexe, luxe et déployant le mode de vie illicite et ostentatoire des capos. Sous un mélange de musique folk traditionnelle avec polka dansable à l'accordéon, cette une collante et irrévérente anime les bars et les discothèques, tout comme les transports publics et les rues de côte à côte du Mexique, ayant percé avec une redoutable vigueur l'industrie musicale des États-Unis et d'ailleurs. Je dis ailleurs, surtout en Amérique latine. Donc, toutefois, les narcoballades ou les ballades de la mort sont le point de l'iceberg, en fait, d'un phénomène culturel bien plus long et qui est transnational, connu comme la narcoculture, et qui englobe désormais des narcotelenovelas ou narcoramons savants, comme Sin tetas no hay paraíso, Sans tétons, il n'y a pas de paradis, un roman colombien, en fait, qui a eu tellement de succès, qui a été adapté aux États-Unis. Nous trouvons aussi des narcofilms et des narcoséries comme par exemple Sicario de Denis Villeneuve ou Narcos de Netflix. Il y a aussi de la narcolittérature ou ce qu'on appelle le roman noir avec des auteurs comme Yuri Herrera, Elmer Mendoza, Arturo Pérez Reverte. Il y a aussi de la narco-religion. Nous voyons une image ici du culte de la Santa Muerte ou Notre-Dame de la Sainte Mort, une sainte à laquelle on peut demander pratiquement tout, même de nous aider à tuer quelqu'un si on en a besoin. Donc très adorée justement dans les niveaux du crime, dans la sphère du crime, si vous voulez. Et on trouve aussi, ou on nomme aussi, une narco-esthétique dans laquelle on a catalogué ou on a inscrit des artistes comme Teresa Margoles. Donc la
La narcoculture n'est pas seulement une culture populaire basée sur l'autoreprésentation des narcos, mais un complexe réseau culturel des pratiques et de représentations ambiguës et parfois même contradictoires. Certaines de celles-ci sont fictives, d'autres pas. Certaines sont glorificatrices, tandis que d'autres posent un regard critique sur la marchandisation et la banalisation de la violence. Certaines sont le produit d'une industrie de masse et d'autres d'un cercle circonscrit de adeptes. Il y a des auteurs, en fait, qui se auto-dénominent comme faisant partie de ce mouvement, de la narcocultura, et il y en a d'autres, en fait, qui sont très critiques par rapport à ce concept et qu'ils le posent comme un label commercial plutôt médiatique. Toutefois, ce qui les englobe est la façon dont la guerre contre le narcotrafic et la prohibition des drogues affectent les individus et leurs communautés, tout comme les enjeux de vivre dans une société où la violence se fait quotidienne. Alors, ici, dans cette présentation, dans cet exposé, je voudrais premièrement analyser comment la narcoculture a transité d'un modèle culturel contestataire à une industrie commercialement consolidée, et deuxièmement, expliquer comment elle se positionne face à une géopolitique de la peur qui produit de multiples réponses face à l'insécurité, à la corruption, à l'action politique et le contrôle de l'espace social. C'est-à-dire comment ces réponses aussi diverses et multiples produisent une topographie culturelle de la violence, une forme de s'approprier de la violence et de vivre avec. Alors, allons-y. Donc, une des premières manifestations de la narcoculture sont les narcocorridos. Mais en fait, les corridos sont une musique populaire en forme de récit épique qui se sont développés des deux côtés de la frontière entre le Mexique et les États-Unis depuis la fin du XIXe siècle. Influencé par le monde du trafic de la drogue, cet espace transfrontalier donne naissance au premier narcocorrido, qui était enregistré dans la ville de El Paso, en Texas, en 1931. En fait, le nom de ce corrido est El Pablote, qui est le pseudonyme de Pablo González, un narcotrafiquant basé à Ciudad Juárez, dont la ballade chante sa mort tragique sous les balles de la police. Excusez-moi. Alors, pour certains auteurs, les narcocorridos sont une musique populaire issue d'un milieu rural et paysan, qui reflète diverses formes de résistance et de dénonciation. Par exemple, le sociologue Nery Córdoba, il dit qu'il s'agit d'une contre-culture qui met en marche une force de transgression sociale, tandis que pour le chercheur John P. Sullivan, il s'agit plutôt d'un contre-pouvoir qui remet en question l'État corrompu et complice du trafic de la drogue. Alors, ce mouvement de contre-culture, c'est une manifestation, ou surgit comme une manifestation populaire, contestataire, qui se positionne face au monde de la drogue et de la violence. C'est une forme de s'approprier ou d'appropriation de l'espace symbolique, culturel et politique. C'est une forme de s'approprier aussi de l'espace en dispute, de cet espace en dispute, et de faire territoire culturellement. La prolifération du marché de la drogue au long du XXe siècle à nos jours encourage non seulement une nouvelle activité commerciale, mais une nouvelle production culturelle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Mexique devient un exportateur de drogue qui fournit l'héroïne et de morphine aux troupes américaines à travers un accord secret entre les deux pays. Le virement de bord se fait dans les années 70 quand la politique américaine prohibitionniste change les règles du jeu en déclarant la guerre contre les drogues et s'attaque à cette industrie illégale en pleine expansion. Aujourd'hui, le Mexique est à la tête de ce marché grâce à une nouvelle génération de capos aussi puissants que sanguinaires, ayant pris la relève après la désarticulation des cartels de Cali et de Medellín, grâce notamment au plan Colombie dans les années 90.
Actuellement, les cartels mexicains sont des véritables entreprises transnationales avec un marché diversifié de manière aussi créative que sinistre. Ils font de l'extorsion, des enlèvements, du trafic de personnes, notamment des migrants de l'Amérique centrale qui sont de passage vers les États-Unis et qui n'ont aucune protection dans le territoire mexicain. Toutefois, le marché s'est tellement diversifié justement qu'ils ont même rentré dans le marché de l'exportation des hydrocarbures et des minéraux. Donc, ils ont créé une industrie minière pirate qui extrait illégalement vers les États-Unis et vers l'Asie. Donc, justement, Ed Vulliamy, journaliste et écrivain, dit que les cartels ne sont pas des parodies du capitalisme transnational. Ils en sont les pionniers, ils en sont des modèles. D'autre part, le sociologue mexicain Luis Astorga, un des spécialistes justement sur la question du narcotrafic au Mexique, qui travaille à l'UNAM, dit que c'est justement par la fictionnalisation de la narcoculture que l'on apprend le plus sur le monde de la drogue. Un monde qui commence à se légitimer quand il déborde l'horizon de la ruralité et du monde paysan pour s'ancrer dans l'espace urbain. Les désirs, les pratiques, les goûts et la transgression de cette subculture vont se populariser par la nouvelle société de masse et deviennent une industrie culturelle transnationale, puissante et rentable. Mort, drogue et sexe sont un cocktail explosif servi sous la lavelle de divertissement qui a explosé avec une globalisation du marché de la drogue. Tout comme le marché de la drogue, la narcoculture vit actuellement une croissance spectaculaire avec une variété de styles et de produits de base et de haute gamme. Il y en a pour tous les niveaux socio-économiques et pour tous les goûts, du plus élémentaire jusqu'au plus extrême, du plus glorificateur jusqu'au plus critique et contestataire. Elmer Mendoza, qui est une des plumes plus prolifiques de la narcolittérature, décrit avec un réalisme poignardant les enjeux du trafic de la drogue à travers les aventures de son personnage, le détective Edgar Mendieta, alias El Zurdo, le gauchier. Et il dit sur la narcoculture: la narcoculture est une esthétique de la violence qu'on retrouve tant dans le cinéma que dans la musique, mais aussi dans l'opéra, la danse, les arts visuels et le théâtre. C'est un mouvement, ce n'est pas de l'opportunisme. C'est comme la découverte d'une veine de métal. Il y en a ceux qui trouvent les meilleures pépites et il y en a ceux qui font que gratter. Donc, dans ce contexte, ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence est un ingrédient incontournable de la narcoculture. Une violence déployée par la mise en scène effroyable de cadavres mutilés et exposés dans l'espace public, tout comme par les centaines de fosses clandestines qui se découvrent avec une fréquence invraisemblable dans le pays. Nous sommes face à une violence de masse, où l'instrumentalisation de la peur met en évidence la complicité de la mafia avec des intérêts corporatifs privés et diverses échelles du gouvernement. Mais comment se détonne cette violence ? Je ne veux pas dire par là qu'avant, il n'y en avait pas de violence ou le Mexique ne vivait pas une violence politique, sociale. Je veux dire, le Mexique, ça s'est fondé, le Mexique moderne, ça s'est fondé dans un acte d'extrême violence qui est en fait la révolution mexicaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que la violence que nous vivons actuellement au Mexique, elle est différente. Dès sa prise de pouvoir en 2006, le président Felipe Calderón envoya l'armée dans l'espace public pour abattre et arracher comme une mauvaise herbe le trafic de la drogue d'un seul coup. Mais loin de contrôler le pouvoir accru des cartels, cela n'a fait qu'ouvrir la boîte de Pandore de la violence sans précédent. Pas uniquement à cause de la cruauté extrême employée par les nouvelles générations de cartels qui sont prêts à tout, vraiment à tout,
pour le contrôle du territoire et qui, en fait, justement, y mettent en évidence la perte de contrôle de l'État face au narcotrafic, mais une extrême violence aussi à cause des violations répétées aux droits de l'homme par l'armée et le manque de justice des instances gouvernementales. Nous sommes face à un phénomène de violence de masse, disparition de personnes, découverte de fausses clandestines, des féminicides. On compte par des milliers, les disparus et les morts dans cette guerre. Justement, un autre phénomène qu'on voit et puis qu'on commence à peine à digérer au Mexique, c'est le déplacement forcé. Des villages entiers abandonnés à cause du feu croisé et de la crise économique. Et justement, la pièce de Teresa Margoles, la pièce centrale de l'exposition ici, La Promesa, on parle justement de cet abandon, de ces déplacements forcés. Et dans ce contexte, c'est intéressant aussi parce que Teresa Margoles, en 2009, elle va représenter le Mexique dans la Biennale de Venise avec une exposition qui aura comme titre « De qué otra cosa podríamos hablar ?» De quelle autre chose pouvons-nous parler? Le titre, bien évidemment, il fait référence à la montée de violence provoquée par cette guerre qui va privilégier un arsenal répressif et sécuritaire au nom d'une espèce d'état d'urgence et d'un détriment de droits fondamentaux des personnes. La géopolitique de militarisation de Felipe Calderón va répondre aux agendas néoconservatrices de la lutte globale contre le terrorisme mise en place depuis les attentats du 11 septembre et qui s'inscrivent dans la rhétorique de l'axe du mal, un slogan qui a été exploité à outrance par l'administration du président Bush. Le bien et le mal sont des pôles d'une nouvelle géopolitique mondiale. La peur devient une forme de gouvernance qui se reproduit facilement et très rapidement à travers le monde, entre autres grâce au rôle joué par les masses médias. Il s'agit donc d'une construction politique de la peur qui est fondée sur l'existence de communautés menaçantes, traversées par des questions raciales, religieuses et de classe sociale. Peur à la différence d'autrui, peur du migrant, peur du musulman, peur de l'autochtone. Un sujet que l'anthropologue Arjun Appadurai a analysé comme la dangerosité des minorités visibles ou ethniques. Dans cette rhétorique, les narcos, et particulièrement les capos, sont des figures paradigmatiques qui symbolisent une menace publique et qui font partie de cet axe du mal. Exploités par des images stéréotypées à la Breaking Bad, où les capos sont issus des classes populaires, des barbares qui vivent de l'autre côté de la frontière, capables d'arracher des têtes pour réussir à tout prix l'ascension sociale. Et justement, Joaquín El Chapo Guzmán, qui est le capo plus fameux du Mexique et je pourrais dire du monde, le numéro 1 cherché par les États-Unis, qui devient ce personnage mythique entre héros populaires et maître du sadisme, une figure hyper médiatisée qui incarne justement le cliché du narco. Ce sont des représentations qui tirent de la réalité du trafic de la drogue un ensemble de stéréotypes comme celui du bad hombre et qui justifient la mise en place des politiques néoconservatrices où le migrant se présente comme un potentiel risque social imprédicible et incontrôlable. Et justement, ça justifie aussi la mise en place ou la construction des murs frontaliers. Donc la peur est un instrument comme un outil, est instrumentalisée comme un outil géopolitique pour passer des agendas et des actions politiques sensibles. Nous l'avons tous vu avec la guerre d'Irak et nous le voyons aujourd'hui avec Trump. Excusez. Mais au-delà de ces macro-rhétoriques sur la peur,
un peu ces macro-rhétoriques dans lesquelles il y a un État et les grands capitaux qui vont manipuler un peu comme des marionnettes la société civile, une société un peu perçue comme apolitiquement, non? Pour sortir de cette macro-rhétorique, il faut se questionner, ou il faut dire que la peur, d'abord et avant tout, habite les personnes. La peur, c'est une émotion, une expérience. Nous avons tous vécu de la peur, n'est-ce pas? Nous devons peut-être nous demander qui a peur de qui ou de quoi? Qui sont les sujets de la peur et comment la société civile s'engage dans ce discours? Comment la narcoculture, avec ses contradictions ontologiques et les diverses expressions culturelles et artistiques qui représentent la violence, s'investissent dans ce sentiment? Comment faire face au macro-discours de la peur? Donc, pour conclure, je voudrais reprendre les mots, la pensée d'une géographe, la géographe Rachel Payne, qui propose de mettre en marche une géopolitique émotionnelle de la peur, qui prendrait en compte les expériences quotidiennes des personnes affectées, c'est-à-dire le vécu comme une manière de contrepoids sur l'état permanent d'alerte et les effets démobilisateurs de la peur. Depuis les féminicides de Ciudad Juárez, la disparition de 43 étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa dans la ville de Iguala en septembre 2014, ou l'apparition des fosses clandestines, pour en mentionner seulement quelques-uns des événements les plus frappants qui vit le Mexique actuellement, un souffle de contre-culture se réactive par la société civile pour la mémoire historique et la lutte contre l'oubli et contre l'apologie de la violence aussi. Les expressions culturelles et artistiques, depuis sa perspective la plus critique, font partie de ce souffle contestataire qui cherche à déconstruire les représentations hégémoniques fondées sur des stéréotypes et des histoires officielles. Je pense à des manifestations qui font de l'art et de la culture un outil d'engagement social et politique, que, en complicité avec la société civile, cherchent à récupérer l'espace tant public que politique face à la censure officielle, et qui cherchent bien évidemment à créer un espace de démocratie. Rachel Payne parle de la conscientisation dans cette géographie émotionnelle de la peur, la conscientisation comme un outil de contre-pouvoir contre le spectacle et le divertissement, pour former une topographie des expériences personnelles et collectives. Je pense que Teresa Margolles représente dans ce doute une voix des plus importantes de ce domaine, et je pense que Joaquín Barrientos va nous parler un petit peu plus justement sur ces genres de manifestations. Merci beaucoup.